Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 24 janvier 2023 et c'est l'épisode 306. Dans cet épisode, on va parler des entreprises de la tech qui licencient, les conditions économiques qui d'ailleurs rebattent un peu les cartes. C'est un sujet qui touche beaucoup de sous-domaines de la tech, les conditions économiques. Donc évidemment, vous allez le ressentir dans cet épisode. On va parler d'ailleurs notamment d'Intel. Et puis ça continue même jusque dans le monde des crypto-monnaies. Ça va aussi nous permettre, et je sais que vous aimez ça, de faire un tour aussi dans les affaires d'Elon Musk avec Twitter et de Tesla, et puis vous tenir un petit peu au courant de comment ça se passe. Et puis on va continuer à dérouler le passionnant fil d'informations sur l'intelligence artificielle, une fois de plus bien entendu. Je suis Guillaume Vendée, bien que pris par le nez, un peu enrhumé, je reste malgré tout un podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Moi ça va, jusqu'à présent. On va voir s'il y a contamination, je sais pas. Non, on va tout faire, je porte un masque virtuel, et voilà, je fais en sorte que tu ne prennes pas trop mes postillons. Guillaume, juste avant qu'on liste les incontournables interactions avec nos auditeurs, je dois t'informer d'un sujet très important qu'on m'a partagé. La source est très fiable, grazia.fr. Je pense qu'on pourra tomber tous les deux d'accord sur le fait que c'est indiscutablement une information très très fiable. Les prénoms masculins les plus intelligents selon la science. Selon la science, Guillaume, tu me vois venir. 10, Michael. 9, Paul. 8, Karl. Je fais un petit bisou aux Karl qui sont plutôt intelligents. Charles, encore plus intelligent, c'est assez proche. Richard, Georges, Thomas, James. Et ensuite, on a le podium. Numéro 1, indétrônable. L'association un peu maladroite des Jean et des John. Position 2, Robert. Sachez que les Robert sont les deuxièmes les plus intelligents sur la science. Et en numéro 3, Guillaume, vous avez vu venir le sujet. Donc voilà, on est très content d'être doté du prénom qui fait de nous les prénoms les troisièmes plus intelligents selon la science. Ouais, même si on n'est pas d'accord, en fait, on sait très bien que c'est les premiers. Je veux dire, franchement, c'est un scandale. Évidemment. Évidemment. Mais la science commence à ouvrir un petit peu ses chakras et à se rendre compte de l'importance des Guillaume dans la société. Allez, on passe un peu de côté nos blagues et on va juste faire un énorme bisou à Sylvain P, à Gelshiro, à Jean-Marie Omassel et Guillaume Garcia qui font partie des personnes qui sont venues soutenir Tech Café sur Patreon. Ça remplace d'ailleurs des personnes qui ont pu s'absenter. Donc on est sur une taille de communauté à peu près stable pour nos soutiens. On compte sur vous pour essayer de faire dépasser un petit peu cette taille critique. Vous le savez, un Patreon, c'est une plateforme de financement participatif qui vous permet, en échange de quelques euros, de nous soutenir et de profiter de quelques avantages que je vous laisse aller à découvrir sur patreon.com/techcafé. Et on compte aussi sur toutes vos évaluations sur Apple Podcast, Podcast Addict, ou même les étoiles sur Spotify qui font toujours des étoiles dans le cœur aussi. Il y a Team7575 qui a déposé un avis sur Apple Podcast depuis la Belgique, il y a de ça quelques jours, c'était le 21, il y a 3 jours. J'aime beaucoup écouter vos podcasts avant de dormir. Alors ça me fait toujours un petit peu peur quand j'entends ça parce que ça veut peut-être dire qu'on est soporifique, mais bon. Ce qui me plaît beaucoup dans vos podcasts, c'est à quel point vous creusez les sujets et également les petites anecdotes. Donc bon, là je me dis que non, il écoute nécessairement au moins un petit peu nos épisodes. Avec vous, chaque soir, je me couche moins bête. Un énorme merci pour cet avis et cette évaluation publique sur Apple Podcast. Rendez-vous aussi de votre côté sur techcafé.fr et sur Discord où vous pouvez discuter entre vous et avec nous de tech, mais pas que. Et je vous demande, comme je vous le disais tout à l'heure, un tout petit peu d'indulgence parce que vous allez sentir que ma voix est peut-être un peu moins agréable ou encore moins agréable que d'habitude. Je conclus les interactions avec quelques interactions qu'on a eues notamment en commentaire sur techcafé.fr. Mika, probablement un des auditeurs les plus fidèles de Tech Café, qui dit merci à Guillaume Poggiaspala de promouvoir pour ces machines qui ne sont plus éligibles aux produits de Redmond, donc les PC avant sous Windows, de passer à GNU Linux. Et en fait, il cite quelques distributions qui sont plutôt cool pour les débutants. Je les recite, du coup, je me fais le porte-parole de ce qu'il a écrit. Linux Mint, pour les anciens ordinateurs notamment. Kubuntu pour découvrir l'environnement, l'interface graphique KDE qui est a priori son environnement préféré, il troll évidemment, et Pop OS pour découvrir un GNOME peaufiné aux petits oignons. On parle aussi d'une autre interface graphique avec GNOME, vous pouvez voir ça dans les commentaires de techcafé.fr. Et il y a une question
de Teroer en réaction au dernier podcast sur les intelligences artificielles, fort intéressant au passage, dit-il. J'ai l'impression qu'il serait aisé de faire une intelligence artificielle qui détecte un texte fait par une IA ou toute autre production d'IA d'ailleurs, c'est-à-dire qu'une IA serait plus balèze qu'un humain à détecter le travail d'un congénère. Ai-je bon? Y a-t-il des articles sur le sujet? Bye. Et dédicace à Mohamed qui m'a fait découvrir le podcast. Bah écoute, nous aussi on fait un petit clin d'œil et une petite dédicace à Mohamed parce qu'on aime beaucoup les interactions et les partages de Tech Café que vous pouvez avoir entre vous. Donc bisous à vous deux. Et puis en fait on va vous répondre de manière détaillée dans cet épisode. Moi je suis tombé sur un article qui justement cite un certain nombre d'outils. Donc oui, tu as vu juste, il y a des solutions là-dessus, on va en reparler. Et puis une ultime interaction que je voulais relayer, c'est celle de Cartman qui dit merci pour cet épisode toujours aussi passionnant. Concernant la génération via intelligence artificielle, serait intéressant d'avoir l'avis d'un juriste, car peut-on breveter une façon de faire? Alors, c'est une question à laquelle on répondra pas parce que c'est pas juriste café ici. Et clairement, ça veut dire qu'on n'a pas du tout les compétences, Cartman, comme tu t'en doutes. Il faudrait effectivement qu'on ait l'avis de quelqu'un qui connaisse le sujet comme tu le suggères. Je crois qu'on peut pas breveter une démarche. Donc ça déjà c'est une indication, on peut pas breveter une façon de faire. Mais bon, le plagiat, non, je crois que le plagiat c'est le contenu plutôt que la forme, non? Qui est protégé. Exact. Le contenu plutôt que la forme, oui, mais alors du coup pour une œuvre, c'est quoi le contenu? Le contenu, ça serait, tu vois, je sais pas si tu fais une copie d'un Picasso, tu le fais dans le style de Picasso, mais tu fais aussi la composition et puis les sujets de Picasso, tu vois. Mais si tu fais que le style, est-ce que tu vois, est-ce que la forme ça suffit? Pas sûr. Hein. Bon. Mais bon, comme tu dis, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Pour moi personnellement. Bon. Le sujet est de toute façon captivant et c'est vrai, ça fait partie de ces sujets qui sont soulevés. Je suis pas sûr que les juristes soient tous d'accord de toute façon dans les détails sur l'application pour les intelligences artificielles, donc on va pas rentrer plus que ça dans les détails, mais on est très preneur de vos retours et de vos questions de ce type, c'est hyper chouette. Et donc sans autre forme de procès, on va passer à l'actu tech, à commencer par, comme je le disais tout à l'heure, une histoire de gros sous, mais plutôt à l'envers, hein, plutôt des perspectives économiques qui font probablement un peu peur et des entreprises qui se préparent à des situations qui vont peut-être pas s'arranger de sitôt. Et on va parler de quelqu'un qui pourtant a tendance à plutôt sortir largement la tête de l'eau habituellement et on n'a pas trop envie de le plaindre, c'est Microsoft, Guillaume. Ouais, on commence l'année du lapin avec un sale coup, hein, si j'ose dire. Parce que voilà, dans le monde de la tech, évidemment, aux vagues de licenciements de l'an dernier, on t'avait déjà parlé, vient de s'en rajouter des dizaines de milliers la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est parfois surprenant, comme chez Microsoft, qui va se séparer de 10 000 employés. Enfin, moi, ça m'a surpris. Et pourtant, c'est toujours la même raison pour tout le monde qui est invoqué. Voilà, durant la pandémie, il y a eu un boom de la demande des services, on a embauché à tour de bras, mais cette demande s'est pas maintenue, on est rentré dans une période économique beaucoup moins faste. Alors pour plein de raisons, la guerre, le Covid, le Covid toujours moins en Chine, l'inflation, les taux d'intérêt, voilà, tu choisis ta calamité favorite. Mais bon, pour autant, Microsoft en l'occurrence va pas mal. 198 milliards de chiffre d'affaires en 2022, 83 milliards de bénéfices, c'est pas non plus catastrophique, tu vois, c'est pas GameStop quoi. Et bon, le voir licencier jusque dans ses studios de jeux vidéo les plus en vue, comme 343 Industries, Bethesda ou The Coalition, c'est quand même étrange, parce qu'à 343, il s'occupe d'Halo Infinite, c'est un peu le jeu as a service first party du Game Pass. Bethesda est en pleine finalisation de Starfield, qui promet d'être un gros carton, c'est un des jeux les plus médiatisés de tout le portefeuille Microsoft, et même du jeu vidéo, quoi, je veux dire, on en parle tout le temps, un petit peu partout. The Coalition s'occupe des Gears of War, qui est, disons, après Halo, la franchise numéro 2 de la marque Xbox, et ils sont occupés en fait sur plusieurs projets, ils collaborent avec d'autres studios pour leur tech. Ils auraient sans doute besoin de plus de gens, pas moins, donc je sais pas, une boîte prête à tout pour dépenser 70 milliards pour acquérir Activision, bon, c'est un petit peu étrange. En plus, Jason Schreier affirme que 343 a été durement touché. Une décision bizarre, parce que c'est pas comme si Halo Infinite avait toujours été top question qualité de service et contenu non plus, quoi, tu vois, donc la concurrence est rude en plus sur les FPS multi comme ça. Bon, il n'y a pas que les jeux vidéo qui sont touchés, bien sûr, Microsoft est passé environ 240 000 employés à 220 000 entre 2019 et aujourd'hui, donc il y a des coupes parce qu'ils ont grossi vraiment très très vite. Les coupes vont aussi concerner le matériel, Satya Nadella parle d'un platform shift. Ça résonne avec les baisses importantes de la demande de PC, tout ça, de téléphone aussi, d'électronique au sens large, surtout par rapport au niveau pandémique, bien sûr. Donc Microsoft envisage de baisser son chiffre de 30%. Enfin, ils envisagent une baisse, ils envisagent pour le prochain exercice, une baisse de chiffre d'affaires de 30% sur le matériel, donc ils s'attendent vraiment à ce que ça se voit, quoi. Et du coup, évidemment, ça entraîne une baisse analogue sur les revenus Windows. Par ailleurs, on sait aussi que les Surface Duo se sont jamais très bien vendues,
Les HoloLens non plus. Le Congrès récemment a décidé qu'ils voulaient pas en acheter pour le moment. C'est quand même 6900 commandes qui sont parties, hein, donc c'est un gros client potentiel qui est pas franchement satisfait. Du coup, il va y avoir aussi des coupes dans ce département-là. Donc on voit qu'il y a Altspace VR, qui a été une des premières plateformes sociales VR avant Horizon, ou Rec Room par exemple. Donc ça avait été racheté par Microsoft en 2017. Voilà, Altspace VR va fermer purement et simplement. Le programme MRTK, ça voulait dire Mixed Reality Toolkit, tout simplement. Ça va se terminer aussi. Ça va pas très fort pour le métaverse grand public, hein, en ce moment, on peut le dire. Et bon, en tout, Microsoft annonce une restructuration d'ampleur qui va lui coûter 1,2 milliard en indemnité de licenciement, en réorganisation immobilière, en changement de stratégie produit, etc. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, Alphabet aussi annonce des licenciements d'ampleur historique, 12 000 emplois, environ 6% de la masse salariale. C'est en ligne avec les autres poids lourds du secteur, 6% d'ailleurs. Donc Alphabet non plus n'est pas en détresse financière totale, c'est sûr. Mais il était déjà depuis l'an dernier dans une logique de serrage de ceinture un peu douloureuse. Donc Google avait sabré sa division Chromebook, on en avait parlé, il avait dégagé le projet Loon, il avait fait maigrir Verily, et donc Aria 120, là, qui était un truc un petit peu moins connu, c'était un incubateur, et les effectifs de l'assistant aussi avaient fondu, et bon, cette fois, d'après The Information, tout le monde s'en prend, de Chrome à Google Cloud, et même d'Android au cœur de métier, c'est-à-dire le search, quoi, la recherche. Donc c'est étrange, même des cadres haut placés et bien notés sont concernés, c'est assez frappant. Entre toutes, c'est même peut-être la division Fuchsia qui s'en prend le plus, puisqu'elle a quand même 16% de coupe contre 6% en moyenne. Bon, la division Fuchsia, elle n'est pas énorme, c'est 400 personnes jusqu'à maintenant. Puis bon, l'objectif final de Google avec ce truc, il n'est pas toujours clair, on va dire, mais enfin voilà. En fait, une des rares branches un peu tranquilles, c'est Google Brain, évidemment. Donc voilà, le fait qu'il y ait une concurrence avec Microsoft qui s'annonce via OpenAI, et donc son ChatGPT n'y est pas pour rien. Parce que pour l'instant, c'est vrai que les projets IA des grandes boîtes, que ce soit Alexa, l'assistant ou Siri, ça n'a jamais réussi à être monétisé significativement, ça rapporte pas grand-chose. Alexa, on l'a vu d'ailleurs, a eu ses effectifs largement impactés par la vague de licenciements chez Amazon. Donc, l'avènement possible d'un nouveau type de moteur de recherche dopé donc avec les gros modèles de langage, comme ça au langage naturel, ça pourrait changer la donne et Google se laissera pas distancer si facilement, on y reviendra. Donc voilà, la litanie des licenciements continue. Aujourd'hui même, Spotify a annoncé aussi licencier 6% de ses effectifs. Dans ce cas-là, c'est 600 personnes, puisque Spotify est presque 10 000 employés. Donc, si les licenciements frappent un peu toutes les boîtes tech depuis des mois, il y a quand même un absent des listes notables, c'est Apple. Et alors, en tout cas, de la liste des grosses vagues de licenciements vraiment spectaculaires, parce que voilà, ils virent quand même des gens des fois, mais bon, c'est pas trop médiatisé. Et c'est sans doute parce que comparé aux autres, Apple n'a grossi qu'assez modérément finalement. Peut-être dans les 20% en 3 ans, alors que Google, par exemple, il a presque doublé finalement ses effectifs. Parce que bon, voilà, économiquement, il reste assez robuste, son rythme d'embauche assez pépère, lui évite les gros titres, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, Apple est quand même pas immunisé non plus contre tout revers économique, il va vouloir conserver une bonne réserve de cash devant lui, puis il fera ce qu'il faut pour, s'il y a encore des gros soucis d'approvisionnement par exemple, avec la Chine, etc. Donc évidemment pour tous ses employés, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Tu parlais de Google qui vont jusqu'à réaccueillir leur cofondateur, a priori d'après les rumeurs, tout ça est à confirmer, mais pour affronter quelque part cette vague modelée par ChatGPT et qui pourrait faire basculer la recherche, on en reparlera. Effectivement, moi ce que je retiens quand même de toutes ces analyses, Guillaume, et de tout ce que tu nous retranscris, c'est que c'est des boîtes qui ont quand même beaucoup recruté. Je reprends le chiffre que tu donnais. Ils sont passés, Microsoft, de 140 000 à 220 000 entre 2019 et aujourd'hui. C'est un recrutement pharaonique. On peut comprendre, quelque part, c'est facile de donner des leçons a posteriori quand on sait ce qui se passe, mais ça montre à quel point ces boîtes voyaient dans le changement de vie et de société qui aurait pu avoir lieu avec une pandémie plus durable peut-être, ou des conséquences de pandémie plus durables, ils y voyaient fondamentalement une opportunité. Quelque part, il y a un goût un peu amer là-dedans. Je veux pas leur pointer du doigt cette décision, et peut-être que beaucoup de dirigeants de ce type de boîte auraient fait pareil, mais quand même. Et puis, autre chose qui me marque, tu parles d'un coût de licenciement de 1,2 milliard. J'imagine qu'ils vont du coup économiser énormément plus. Peut-être qu'il y en a qui se sont amusés à faire le calcul, mais forcément 1,2 milliard, ça paraît une petite taxe comparée à ce qu'ils vont pouvoir économiser. Et on voit en parallèle, le chiffre n'a évidemment pas été dévoilé. Enfin, quoi qu'évidemment, c'est pas si évident que ça, mais on a appris que Microsoft a procédé à une nouvelle vague d'investissement dans OpenAI, justement. On n'a pas le chiffre exact, mais c'était prévu dans un plan pluriannuel. Il est question de
10 milliards de dollars, mais il n'y a rien du tout de certifié sur ce sujet, quoi. Après, et d'ailleurs, ça peut clairement faire réagir. Enfin, je veux dire, là, on en parle de manière assez clinique, hein, mais c'est vrai que voir une boîte qui se porte vraiment pas si mal au niveau économique, hein, qui fait des gros bénéfices, c'est ça. qui investit plusieurs milliards de dollars sur plusieurs années hein, dans OpenAI, et voir effectivement aussi lutter quand même via Xbox pour dépenser 70 milliards pour acheter un énorme éditeur de jeux vidéo, ben oui, ça peut effectivement laisser un goût un petit peu amer et on le comprendra pour de nombreux employés, hein, ça c'est sûr. Bon, il faut pas qu'on développe trop ce sujet-là, sinon on va vraiment définitivement nous mettre une étiquette de gaucho, Guillaume, je pense là-dessus. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'objectivité dans le fait de au moins poser la question. Mais bon, on vous laissera libre de réagir évidemment. Il y a une autre société dont il faut qu'on parle forcément. Et là, c'est un petit peu différent, même si les conditions amènent à se poser les mêmes questions. Il y a aussi des choix stratégiques d'entreprise qui sont de nature à être discutés. Mais en tout cas, c'est Intel, Guillaume. Oui, les économies, c'est partout. Même ceux qui investissent. Enfin, chez ceux qui investissent énormément, tu vois, là aussi, Intel investit des milliards par dizaines, hein, et ils attendent aussi des subventions colossales. Donc le CEO Pat Gelsinger était d'ailleurs à Davos pour parler de puces, hein, qu'il considère être désormais plus importantes que le pétrole, en termes géopolitiques en tout cas. Pas con. Et il admet que la conjecture est pas facile, et qu'il aimerait bien voir très prochainement la couleur de l'argent promis, parce qu'en attendant, les taux d'intérêt ils montent, les prix aussi du coup, et puis les projets sont de plus en plus chers, tu vois, tu vois ce que c'est, tu fais un devis pour construire, et puis bon, à un moment, il y a des trucs, des machins, et puis les budgets sont jamais respectés. Alors regarde, par exemple, il y avait un projet de construire 2 méga-usines en Arizona pour 20 milliards. Finalement, ça sera plutôt 30. En Allemagne, ils avaient aussi un gros projet qui était budgété à 18 milliards. Là, à moins de 22, ça sera sans doute pas possible. Et son projet d'usine dans l'Ohio, il est carrément sur pause, le temps que le gouvernement retrouve le numéro de sa carte bleue, parce qu'en attendant, voilà, ils vont faire petit. Et dernier exemple en note, en Israël, à Haïfa, ils avaient un projet grandiose de 200 millions pour un labo de R&D tout confort. Avec, franchement, tout confort, espace vert, salle de sport, spa, super cafette, voilà, du genre qui vend de la salade de boulgour, tu vois. Et j'exagère pas, c'est vraiment un truc comme ça, quoi. Et finalement, ils vont faire un parking. Oui, c'est vrai, c'est important aussi de ne pas avoir le stress de trouver une place pour se garer le matin, tu vois, quand même, c'est bien. Les ingénieurs vont donc faire avec ce qu'ils ont, et puis c'est tout. Donc il faut dire que le projet initial avait été lancé tout début 2021, dans l'enthousiasme de ces années-là, encore une fois, souviens-toi, alors que tout le monde voulait des machines à n'importe quel prix. Mais là, c'est 2023, et voilà, ça a un petit peu changé. Remarque, ce qui est terrible, c'est que c'est aussi vrai que si on parle de janvier 2022, en fait, tu vois, ça change vraiment vite en ce moment, et bon, voilà, en même temps, pour nous, c'est bon, ça fait, en tant que podcast de news, ça nous fait des news. Oui, effectivement, il y a toujours quelqu'un qui profite d'une situation, c'est un peu nous, de manière tout à fait relative évidemment. Je suis très content de savoir que ça va être plus facile de se stationner, c'est très important effectivement. On en profite toujours sur ces perspectives, comme je le laissais sous-entendre aussi dans l'intro, tu as un petit tunnel crypto là aussi à rajouter derrière. Ouais, quelques news crypto, il y avait longtemps, cette semaine il y a eu une grosse annonce qui s'est révélée, finalement moins spectaculaire que prévu, du département de la justice américain. Le futur alors c'est le démantèlement de BitSlato, en tout cas l'arrestation de son fondateur qui s'appelle Anatoly Legodimov à Miami. Alors il était à Miami, il était de passage sans doute parce qu'en fait il habitait à Shenzhen. Personne n'a entendu parler de BitSlato avant, sauf les Russes de DarkSide, de Phobos ou de Conti, entre autres, puisqu'en fait BitSlato est une bourse crypto louche qui a travaillé avec des groupes de malfaiteurs en toute connaissance de cause, et il y aurait l'équivalent de 4,6 milliards de fonds qui auraient transité par elle, de fonds illicites, issus de ransomware par exemple. Mais bon, d'ailleurs, au passage, le nombre d'attaques par ransomware ne faiblit pas, loin de là. Par contre, d'après Chainalysis, les revenus totaux des tentatives d'extorsion sont, elles, en nette baisse. Donc de 765 millions en 2021 contre 456 l'an dernier, 456 l'an dernier, donc en 2022. Donc ça fait une baisse de 40%, ce qui s'expliquerait simplement par le fait que de plus en plus de gens refusent de payer, tout simplement, ces rançons. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que ces chiffres ne représentent qu'une partie du total. On ne connaît pas toutes les adresses impliquées dans les tentatives de ransomware. On estime que c'est significatif, disons, d'une tendance générale. Donc la chute de BitSlato, c'est aussi donc plutôt une bonne nouvelle, même si on note que de plus en plus de hackers passent par des bourses plus mainstream. En fait, la proportion des fonds passant par des bourses confidentielles et spécialisées, on va dire, est en baisse de 11 à 6,7%. Les services de camouflage, par contre, comme Tornado Cash, voient par contre leur popularité augmenter. Tornado Cash, c'est une sorte c'est un mixeur, si tu veux. C'est un crypto-mixeur.
Donc, c'est une espèce de comment dire, de VPN pour les transactions de crypto, pour vraiment. Tu rentres des fonds dedans, il les fragmente sur plein de trucs, il mélange, il fait énormément de transactions le plus opaque possible en fait pour tout mélanger, pour que ce soit très difficile à tracer, quoi. Voilà, tout simplement. Donc toutes ces nouvelles ne concernent pas vraiment la sphère des utilisateurs standards, on va dire, de la crypto. Par contre, eux, ils ont eu la mauvaise surprise, la mauvaise nouvelle, quelques jours après d'apprendre la faillite de Genesis, qui est directement victime en fait de celle de FTX quelques mois plus tôt. Donc Genesis, c'est une plateforme de prêt en crypto, et elle lui avait prêté beaucoup, FTX. On savait que Genesis allait pas bien, elle avait licencié 30% de ses effectifs, il y avait eu des tentatives de levée de fonds pour sauver les meubles. Ça a finalement pas marché, et quand on voit les chiffres, on comprend un peu pourquoi quand même, parce que d'après le Financial Times, Genesis devrait plus de 3 milliards de dollars à ses clients. C'est pas une petite somme, d'ailleurs, dont 1 milliard à Gemini, qui est une autre bourse crypto, qui est gérée par les frangins Winklevoss. Donc voilà, les Winklevoss de Facebook originellement, ceux-là même, et d'ailleurs oui, Gemini, parce que voilà, rapport aux jumeaux, Tyler et Cameron, voilà, tout ça. Donc Gemini et Genesis étaient comme cul et chemise d'ailleurs depuis 2020, mais là, la lune de miel, c'est fini. Cameron Winklevoss laisse entendre qu'ils attaqueraient bien en justice DCG, qui est la maison mère de Genesis, pour avoir fait du tort à 340 000 de leurs clients. Alors DCG, c'est Digital Currency Group, et ça, ce groupe-là, il inclut aussi Grayscale et le site Coindesk, par exemple. Alors Grayscale est intéressant parce que c'est un fonds d'investissement en crypto qui n'a pas souhaité, lui, publier ses comptes. Alors après la faillite de FTX, il y a eu une espèce de concours de transparence. Et Grayscale, il n'a pas trop voulu. Donc la confiance dans Grayscale elle est un petit peu fragile ces derniers temps. Et il est par ailleurs attaqué en justice, d'ailleurs, par un fonds spéculatif qui s'appelle Fairtree, fonds spéculatif new-yorkais, pour inaction ayant porté préjudice à ses actionnaires. Bon, on va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais disons que voilà, Genesis, de son côté, a plus de 100 000 créanciers. Parfois, c'est sur des fonds de plusieurs dizaines de millions. Et pour le moment, c'est sinon évaporé, en tout cas bloqué. Mais l'inquiétude au niveau macroscopique, on va dire, c'est surtout Grayscale. Parce que le Digital Currency Group, il pourrait puiser dans ce fonds pour Genesis, par exemple, pour renflouer ses autres activités. Bon, Grayscale, il détient plus de 630 000 bitcoins, 3 millions d'Ether, et sans doute un nombre incalculable d'altcoins du style Doge et compagnie. Et bon, si Grayscale se met à liquider, il pourrait liquider en masse et ça serait la panique. Et les altcoins, d'ailleurs, seraient probablement les premiers à morfler, parce que les Litecoins, les Litecoins, les Zcash, ou même les Solana, dans une certaine mesure, toutes ces monnaies qui sont un peu secondaires, on va dire, par rapport au volume des deux principales, elles sont, disons, peut-être en danger. On ne sait pas. Grayscale détient quand même 8,5% de la capitalisation totale d'Ethereum Classics, par exemple, et 2,5% de tous les Zcash, donc il y a de quoi faire mal si ça liquide. Donc on est dans une situation assez tendue, encore en ce début d'année, et pourtant, écoute, le Bitcoin remonte. Incroyable. Et hier, il dépassait les 21 000 euros pour une raison qui m'échappe un peu, parce que c'est pas comme si la situation, elle était dramatiquement meilleure que début janvier, où il valait moins de 16 000, tu vois, c'est pas comme s'il n'y avait plus la guerre, l'inflation, la flambée de Covid en Chine, les prix de l'énergie, le risque climatique, etc. Figure-toi que j'ai vu que El Niño pourrait être de retour. Ah tiens. Ouais, c'est-à-dire que les records de chaleur qu'on s'est pris dans les années passées, là, ça a été chaud, mais bon, en fait, c'était pendant des années fraîches, des années La Niña. Ah, okay. Et là, le Nino, il revient, et on risque de péter tout les records encore une fois. Bon, écoute, en plus, pour couronner le tout pour le Bitcoin, la difficulté a augmenté. Alors, ok, l'inflation US est un petit peu moins haute que prévu en décembre, mais enfin, quand même, je sais pas. Bon. Est-ce que, je sais pas, il y a quand même des gens qui continuent à acheter à fond malgré tout ce qu'on dit. Je comprends pas trop bien. Après, écoute, c'est un casino comme un autre, pourquoi pas. Finalement, c'est un casino qui consomme quelques terawatts de plus que les autres quand même. Enfin, tout le monde s'en fout. C'est pas à mettre de côté. On comprenait pas bien les pourquoi du comment avant, mais c'est vrai qu'on aurait pu penser là, compte tenu des tendances, que les gens auraient peut-être globalement appris. Mais bon, écoute, c'est pas grave, ça continue. On maîtrise pas tout. Il y a un sujet, Guillaume, quand on parle d'argent, dont on parle plus trop dernièrement, et pourtant Dieu sait que ça avait fait les choux gras des médias tech et des podcasts tech en l'occurrence, c'est les mêmes stocks, c'est les espèces de mouvements collectifs qui étaient derrière notamment GameStop. On en avait largement parlé, on va pas redécrire ce sujet, mais j'ai plus trop de nouvelles là-dessus, Guillaume. Ouais, je l'avais évoqué comme ça, GameStop à la cantonade tout à l'heure, et on parle de crypto, qui avait aussi atteint des sommets pendant les confinements. Et c'est vrai qu'on peut se demander où sont les mêmes stocks 3 ans après, finalement. Tu vois, c'est un phénomène un peu inédit en finançant, parce que les bulles spéculatives, finalement, elles ont toujours existé, mais elles sont basées sur un enthousiasme exagéré des investisseurs pour un truc à la mode. Un enthousiasme exagéré, mais réel. Tu vois, fin des années 90, on pensait vraiment que toute boîte Internet, toute boîte sur Internet, elle ne pouvait qu'exploser, tu vois, elle allait forcément faire des millions.
Et jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, et du coup la bulle .com a éclaté. Et là on se regroupe finalement via des réseaux sociaux pour pomper une action. On s'organise pour manipuler le système lui-même. C'est pas possible sans réseaux sociaux, donc, mais c'est aussi sans des intermédiaires qui ont démocratisé la spéculation, comme l'application Robinhood qui a fait un carton en 2021. Donc GameStop, ça a été une des premières actions à avoir été choisie, un peu par affection, puis un peu parce qu'elle était vraiment pas chère. Et puis il y en avait bien d'autres. Il y avait AMC par exemple, donc les cinémas, il y avait BlackBerry, il y avait Bed Bath & Beyond. C'est une boîte de droguerie américaine qui apparemment a des gros soucis. Bon, à l'époque, le fait que l'action GameStop puisse être multipliée par 5 par des groupes sur Reddit, c'était diversement interprété, mais je sais pas si tu te souviens, on voyait ça parfois comme une revanche des petits porteurs, tu vois. Tout à fait. Le fait que les gens normaux pouvaient utiliser et bénéficier des tactiques boursières évoluées tout en poussant des entreprises qu'ils aiment, tu vois, quand même. C'est GameStop, ils aiment GameStop, des entreprises qui étaient autrement méprisées par les investisseurs traditionnels obtus. Et même des histoires de short sur GameStop, les gens qui avaient shorté GameStop se retrouvaient dans la merde et tout. Bon, comment ça va aujourd'hui alors ? Malheureusement, 3 ans après, rien n'a changé en fait. Parce que GameStop a reperdu 85% de sa plus haute valeur, AMC 90%, BlackBerry était divisé par 3 depuis le début 2021, et finalement, la seule chose qui se soit passée, c'est que certains se sont enrichis au passage, et aux dépens d'autres, évidemment, puisque ceux qui étaient dans la bulle au début de sa formation et qui se sont retirés à temps, ils ont récupéré les mises de ceux qui sont arrivés plus tard, alléchés par la croissance météoritique du titre. Donc ces derniers, ils se retrouvent après le crash avec des actions qui valent que dalle, 10% ou 20% de ce qu'ils ont acheté, de ce qu'ils ont payé. Donc les MemStop, malheureusement, n'ont rien apporté de tangible en fait, c'est juste notre moyen de jouer au casino, un transfert d'argent des moins chanceux aux plus chanceux parmi tous ceux qui ont joué. C'est malheureux parce que GameStop, finalement, il va pas mieux, malgré tout l'amour, entre guillemets, que ces néo-investisseurs ont montré, tu vois. Et je le déplore, parce que GameStop, c'est Micromania en France, Je doute que les magasins aient bénéficié de quoi que ce soit, de tout ça, je pense pas, quoi. Finalement, le phénomène MemStock, s'est passé en ligne et il y est resté, quoi. Il n'y a eu aucun impact sur le monde réel. Et il continue, d'ailleurs, comme ça, vaguement, justement, Bed Bath & Beyond, qui est au bord de la faillite, son action fait le yo-yo. Parfois, elle est moribonde, là, c'est devenu une occasion de faire une petite nouvelle partie, tu vois. Donc elle remonte, elle redescend. Bon. J'ai tendance à considérer ce type d'action maintenant, notamment avec le recul. Déjà à l'époque c'était le cas, mais je me le formalise mieux maintenant. À quel point c'est une action de hacking, quoi. Le fait de détourner quelque chose pour essayer d'en tirer des bénéfices, pour manipuler quelque chose. Enfin moi je l'attribue un petit peu à cette famille-là d'actions. Et c'est vrai que on est loin des bulles que tu décrivais qui ont des impacts ou qui sont corrélés à des éléments très réels de la vie. On parle de mise et de récupérer sa mise. C'est peut-être ce que se pose comme question Elon Musk dans le cadre du rachat Twitter. Alors oui, bon, ok, beaucoup vont me dire, à raison probablement, qu'il n'a pas racheté Twitter pour se faire de l'argent, et quelque part, heureusement. Heureusement. Ouais, on parle d'argent, on peut pas ne pas parler de Twitter un petit peu. Le fric, c'est devenu le point cardinal du réseau. C'est même le seul, en fait. Il faut faire du pognon, il faut faire beaucoup de pognon. Bon, après, si fin janvier, vous aviez vous aussi une traite de 1,5 milliard à régler, vous seriez pas très serein. Parce que Twitter, c'est pas Facebook, de moins en moins même. Donc Elon l'a racheté à 44 milliards. Pour certains experts, il vaudrait autour de 15 aujourd'hui. Donc Musk n'a pas eu un flair incroyable sur cette affaire. Les comptes de Twitter étaient déjà le plus clair de leur temps dans le rouge depuis 2010. De toute façon, le bénéfice net n'a été positif qu'en 2018-2019 et sur le premier trimestre 2022. Donc aujourd'hui, les revenus ont baissé, c'est un secret pour personne. Or, Twitter a contracté en plus pas moins de 13 milliards de dettes auprès des banques pour financer le rachat par Musk, qui a par ailleurs, lui, mis 26 milliards de sa poche, et puis après, il a été un petit peu aidé par d'autres investisseurs, dont Larry Ellison, Sequoia Capital et un prince saoudien. Donc le souci, c'est que la fortune de Musk, c'est essentiellement des parts Tesla, qui ne cessent de dégringoler leur valeur. Donc elles ont presque été divisées par 3 depuis leur plus haut d'avril 2022. Donc en gros, Twitter, il était beaucoup moins cher à l'époque. Il y a un an, c'était pas très cher Twitter pour Elon. Là, c'est très différent. Et là, il y a 2 solutions évidemment. Donc il y a payer ou pas payer. Alors un défaut de paiement, ça signifierait une faillite probable de Twitter. Et donc l'évaporation totale des 26 milliards de fortune personnelle qu'il a mis dedans quand même. Et aussi des milliards de dettes à rembourser pour les autres investisseurs, qui vont aussi voir leur investissement s'évaporer. Et on sait qu'il ne faut pas trop énerver les princes saoudiens d'ailleurs, tu vois, sous peine de se retrouver un petit morceau dans une malle et jeté dans l'usine d'incinération la plus proche. Oula. Donc, et puis bon, Musk perdrait le contrôle de la boîte aussi, sans aucun doute, et puis il passerait pour un faisan, ce serait très difficile pour lui. Donc il faut payer. Et donc payer quoi ? Comment liquider de l'action de Tesla probablement, mais c'est à bas prix, donc c'est un crève-cœur quand même. Toutes ces petites actions toutes mignonnes, il faut leur laisser le temps de regrandir, tu vois, de croître à nouveau après le petit passage à vide.
Donc la dette de Twitter, en fait, elle embarrasse tout le monde, même les banques. Et les taux d'intérêt qui montent, en fait, font pas leurs affaires parce que pas beaucoup plus que celles de Musk, parce qu'elles peuvent plus la revendre cette dette. Finalement, elles deviennent trop chères et elles veulent pas d'un défaut de paiement. Donc la solution qui se profile pourrait être une discussion. Voilà, Musk il va faire comme vous quand vous pointez à la Société Générale, une banque à qui parler, pour discuter du refinancement de votre emprunt pour la Kangoo, quoi, tu vois. Non, c'est peut-être pas la Société Générale, la banque à qui parler. C'est la Banque Populaire. Non, c'est pas ça? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Tu désignes le mauvais personnage, Guillaume, voyons. Ah bon? Mais voilà. Mais bon, voilà. En fait, la dette de Twitter n'est pas homogène. Certaines parties seraient sur des positions plus à risque avec un taux d'intérêt de 11%. Un taux d'intérêt de 11%. Qui accepte ça? Et il y aurait quand même 3 milliards de dettes à ces taux de fou. Donc il n'est pas étonnant en fait qu'il y ait 1 milliard d'intérêts par an après. Donc Musk pourrait racheter une partie de la dette ou la restructurer en faisant encore un autre emprunt. C'est la magie du monde bancaire. Tu vois, l'idée ce serait de faire un emprunt peu cher, beaucoup moins cher, pour rembourser un autre emprunt plus cher. Pour ce deuxième emprunt, évidemment, Musk devra mettre la main à la poche. Et comme il n'a rien dans la poche, il faut faire ce qu'il fait tout le temps, il va mettre en garantie encore une partie de ses actions Tesla. On rappelle que le crédit, c'est un art de vivre chez Elon Musk. Il met en permanence des actions en garantie pour emprunter des dizaines de millions. Alors, tant que les actions montaient, d'ailleurs, ça posait aucun souci, mais là, c'est pas pareil, donc ça va amputer finalement les moyens réels de Musk. Parce qu'il a déjà 63% de ses actions qui sont bloquées en garantie, et la banque ne prête qu'à hauteur de 25% de leur valeur au maximum. Comme elle chute, du coup, il y a moins de puissance financière, quoi. Donc il faut en aligner plus encore d'actions. Et ça va finir par réduire significativement les moyens financiers réels d'Elon Musk, en fait. Donc on verra bien comment ça va tourner. Les banques vont peut-être garder encore la dette en attendant, comme tout le monde, le prochain coup de génie d'Elon, qui va peut-être renverser totalement la tendance. Et il va falloir un sacré coup de génie cette fois, parce que le rachat, ça n'a pas été précisément... 2022, c'est même le marqueur avec un avant-après par rapport à la carrière, je pense, et les investissements d'Elon Musk. Je repensais, c'est bien lui qui est participant dans la fondation d'OpenAI, si je dis pas de bêtises. Oui, avec Sam Altman, il a cofondé OpenAI, il est parti en 2019 quand c'est devenu une société. Dommage, il aurait peut-être dû rester derrière ça aurait été un autre élément qui aurait été à la mode pour contrebalancer tout ça. Écoute, c'est pas grave, on continue à dérouler nos sujets de gros sous qui ont des impacts et qui sont directement à relier, Guillaume, avec un sujet, alors on nous dit toujours que ça fait plaisir de nous entendre en parler, écoutez, tant mieux, je sais pas si c'est toujours très réjouissant, mais de changement climatique, Guillaume. Oui, enfin, là c'est plutôt, disons, on parlait de génie, sur Twitter et Facebook, il n'y a pas de génie non plus, et ça va pas s'arranger puisque Trump est en train de faire un scandale pour essayer de revenir sur Facebook, où il est techniquement banni que jusqu'au 7 janvier. Alors c'est prolongeable bien sûr, mais voilà, évidemment Trump met la pression pour revenir. Déjà qu'il est le bienvenu sur Twitter, et qu'il va jusqu'au 7 janvier. C'était pas, pardon. Oui. C'est un détail, on s'en fout, pardon. Ouais, je crois. Mais de toute façon, il va falloir qu'il statue sur le prolongement ou pas à un moment donné pour son retour. Et donc il va venir sur Twitter. Pour moi, c'est clair et net. Donc pour l'instant, c'est pas confirmé, mais ça m'étonnerait énormément qu'il revienne pas sur Twitter à un moment ou à un autre. Et voilà, franchement, donc ça vole pas, ça risque de déjà, c'est un petit peu compliqué avec Trump, mais sans Trump finalement, ça vole pas bien haut non plus parce que par exemple, le climato-scepticisme, la minimisation ou le déni pur et simple du changement climatique font retour en fanfare sur les réseaux sociaux. Il y a un think tank financé par la fondation Bill Gates, Bill et Melinda Gates, donc des reptiliens, et des scientifiques de l'université d'Exeter, donc des pions à la solde des grosses boîtes tech et pharmaceutiques, qui ont pondu un rapport là-dessus et qui scrutent pas moins de 850 annonceurs sur Facebook et Instagram. Alors ça a été fait sur une petite période, sur la période du 1er septembre au 23 novembre, donc c'est très récent, et ça coïncide, avec la COP27, tant qu'à faire. Et donc pendant cette période, des entités reliées au lobby pétrolier ont dépensé 4 millions de dollars de publicité en ligne pour pousser des idées comme d'hab, le bouleversement climatique, c'est exagéré, les politiques écologistes sont plus dangereuses pour la sécurité énergétique que le changement climatique lui-même, le changement n'est pas causé par l'homme, etc., etc.
Et de leur côté, les producteurs de plastique ont dépensé $1 million pour crier sur tous les toits que le recyclage du plastique résout 100% du problème et qu'il n'y avait pas de souci, que vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Sauf que non, malheureusement, c'est faux. Le carton, le verre, le métal, oui, il n'y a pas de souci, ça se recycle très bien. Le plastique, non, c'est une plaie, ça se recycle mal, c'est compliqué, c'est très difficile de le rendre rentable. Et en fait, moins de 10% du plastique mondial est effectivement recyclé dans de nouveaux produits. Et donc il faut juste en utiliser moins. Il faut bannir le plastique à usage unique, trouver d'autres matériaux, mais malheureusement, le recyclage ne résout pas tout, du tout, en l'état. Et d'ailleurs, au passage, on parle souvent du recyclage comme étant une solution idéale, entre guillemets. N'oubliez pas aussi que le recyclage, ça consomme de l'énergie, et forcément, tout ce qui consomme de l'énergie est pas forcément génial non plus. Parenthèse fermée. Voilà, en tout cas, c'est bien ça qu'on se croirait revenu à la grande époque d'Exxon, parce que voilà, aucune des boîtes derrière ces messages n'est pas évidemment. Tout le monde sait ou refuse de savoir. Voilà. Et sur Twitter, il y en a pas mal qui refusent de savoir, puisque le hashtag ClimateScam, donc arnaque climatique, est apparu en juillet, et depuis, il se porte bien. Et on ne sait pas exactement pourquoi, et c'est un problème, parce que voilà, il est associé à des contenus farfelus sur des complots des globalistes / socialistes qui inventent une fausse catastrophe pour, je sais pas trop, pour taxer et opprimer les honnêtes gens, tu vois, enfin un truc comme ça. Le Twitter post-Musk est un peu plus toxique, on a déjà parlé, mais pourquoi exactement le déni climatique se répand aussi bien, c'est pas clair, et ça devrait l'être plus, en fait. Et la transparence, c'est quand même une importance capitale, dans un monde où les réseaux sociaux ont autant de poids. Regarde, rien qu'en ce début d'année, on a eu des manifestations meurtrières au Pérou, une tentative de coup d'État au Brésil, une intervention armée contre un cartel au Mexique. Tous ces événements ont mis à contribution, pour le meilleur et pour le pire, les réseaux sociaux. Alors le coup d'État au Brésil, bien sûr, comme celui aux US, c'est essentiellement organisé en ligne, comme toutes les campagnes de désinformation qui l'ont précédé. À l'inverse, les Péruviens ont utilisé TikTok pour témoigner des violences policières. Les Mexicains ont partagé des infos sur les fusillades et les routes bloquées pour, sauver leur vie. Et donc les réseaux sociaux ont pris une importance capitale dans les sociétés d'aujourd'hui, et les plateformes, du coup, elles ont beaucoup plus de responsabilités, d'autant plus. Donc la responsabilité déjà de se bouger pour virer les contenus abusifs, et pour ne pas accepter de faire de la pub pour n'importe quoi, et puis celle d'être ouverte et transparente aussi sur le fonctionnement. Bon. Alors voilà, Musk voit Twitter comme la place du village mondial, alors c'est quoi, c'est un service public? Parce que si c'est ça, si c'est une plateforme citoyenne, il faut qu'elle se comporte comme telle, et on n'est pas rendu. Non, clairement, c'est pas demain la veille que ça pourra se concrétiser. Tu le mets bien en perspective et tu l'éclaires bien. On va pouvoir continuer à parler un petit peu justement de ce qui se passe du côté Twitter, en ayant en tête justement ce que tu viens d'indiquer, l'importance que revêtent aujourd'hui les réseaux sociaux, forcément. Et il y a un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, forcément. C'est, tu l'avais évoqué brièvement d'ailleurs dans précédents épisodes de Tech Café. C'est la fin, on peut le dire, peut-être la mort des applications tierces de Twitter, Guillaume. Ouais, oui, petit tunnel news Twitter qui continue avec constance à faire n'importe quoi. Donc, ça fait suite à la semaine dernière, c'est officiel. Donc, non seulement les blocages des applis étaient intentionnels, mais il y a même une mise à jour des règles pour les développeurs qui les interdisent purement et simplement. Donc, vous ne pouvez plus, je cite, créer un substitut ou un service similaire à l'application Twitter. Donc, en gros, je suppose que seule l'app officielle a le droit d'exister. Donc, pour ajouter à la confusion, Twitter affirme qu'il n'a fait qu'appliquer une règle qui existait depuis longtemps, alors qu'il y a bien eu une modification récente concernant les services alternatifs. Bon, il n'y a pas d'explication supplémentaire, on comprend quel est le souci, le souci c'est toujours le pognon. D'après The Information, 500 des plus gros annonceurs sur le réseau seraient toujours en pause, donc ça représente quand même 40% des revenus en moins par rapport à avant le rachat. Et d'ailleurs, dans un premier temps, la mort des applis tierces, ça va probablement faire encore des clients en moins, parce qu'il y en a probablement qui utilisaient les applis et que ça, et ça va les saouler que ce soit plus possible. J'en connais. Voilà, quelle proportion, je sais pas, mais voilà, on en connaît plus ou moins. Voilà, il y en a. Donc, faire plus de fric dans ces conditions, c'est délicat. Alors Elon fait des promos. Un an de pastilles bleues à $84, c'est-à-dire 12% d'économie, ça se refuse pas. Écoute, j'ai presque de la street cred, de la crédibilité en solde, c'est génial. C'est les talibans. C'est les talibans qui vont être contents. Et oui, parce que justement, il semblerait qu'ils en profitent, c'est ça? Ouais, il y a une demi-douzaine de personnalités du régime ou de lourds sympathisants qui se sont payés le badge bleu sur Twitter, donc certifié Twitter. C'est plus le cas en ce moment, on ne sait pas vraiment si c'est une décision de Twitter ou des talibans qui se sont dit que finalement c'était un réseau qui était quand même beaucoup trop woke, donc ils sont partis. Alors, dommage, les badges bleus te permettent d'avoir une meilleure visibilité, donc ils auraient pu en faire quelque chose. D'ailleurs, si tu réfléchis, pourquoi payer... si tu peux payer pour que ta voix soit mieux entendue,
c'est ce que c'est pas un petit peu le contraire de la liberté d'expression? Je sais pas. Mais bon, passons. On n'est pas à une contradiction près. N'oublions pas qu'Elon avait dit qu'il y avait trop de pubs sur Twitter, et maintenant il court après. Il avait aussi promis des souscriptions sans pub du tout. Elles n'existent pas encore. C'est un sujet délicat parce qu'il faut faire payer suffisamment la personne pour qu'elle reste rentable malgré l'élimination de l'exposition à la pub. Et ça, c'est délicat. Mais bon, pour le coup, ça pourrait aussi compenser une petite, en partie la fuite des annonceurs. Donc il y a un fragile équilibre. Mais bon, voilà, écoutez, Elon va le trouver, c'est un génie. C'est forcément le génie qu'on attendait tous, et on va conclure cette rubrique avec un autre sujet qui touche à Elon Musk, peut-être plus indirect, quoique. C'est une histoire de démo, une vidéo d'une démo de l'autopilote qui avait fait aussi les choux gras de l'actu à l'époque, et on a un petit peu de recul maintenant dessus, Guillaume. Mais oui, les voitures autonomes, c'est une vieille histoire, presque. C'est une vieille histoire qui s'est pas vraiment déroulée comme on l'avait imaginé. Alors ça avance, c'est ça, mais peut-être pas à la vitesse à laquelle on rêvait, par exemple, quand on regardait la vidéo de Tesla de 2016. C'était implicitement la promesse d'une voiture grand public en pilote automatique pour l'année d'après, quoi. Ça paraissait si proche. Et en fait, c'était un petit peu du pipeau. Et oui, voilà, encore un rêve brisé en 1000 morceaux sur le mur de la désillusion. Encore une de ces déceptions qui font de nous des êtres blasés au cœur sec. Oh. La démo de 2016 montrait bien une voiture qui se conduisait toute seule, c'est vrai, mais sur une route prédéfinie, minutieusement cartographiée en 3D à l'avance. Tout était prévu, tout était scripté. À l'époque, la voiture n'était même pas capable de créer une route toute seule, déjà. Elle était même pas capable de s'arrêter au feu rouge. Apparemment, elle ne savait pas reconnaître les feux rouges. Alors que c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans une des vidéos. Bon, à tel point qu'on ne sait même pas exactement comment elle était produite, finalement, cette vidéo, si ce n'est sur la demande express de Musk, d'ailleurs, qui voulait faire une vidéo de promo pour montrer l'objectif. Tout le monde ayant cependant compris, et évidemment il l'a laissé comprendre, qu'il s'agissait de ce que l'IA de la voiture savait déjà faire. Alors qu'il y avait, pour ainsi dire, pas d'IA dans la voiture, même pas de quoi lire les panneaux. La voiture n'avait même pas de domaine opérationnel, c'est-à-dire de conditions dans lesquelles le système est certifié pour pouvoir fonctionner. Tu vois, par exemple, le domaine fonctionnel d'une voiture autonome, ça pourrait être en ville, même dans telle ville, et quand il fait beau, ou qu'il pleut pas trop, tu vois, parce que par exemple, s'il neige, c'est hors de son domaine fonctionnel, elle sait pas gérer. C'est un peu la base de savoir ce que la voiture sait gérer ou pas, mais apparemment, Ashok Elluswamy, à qui on doit les révélations que je viens de donner, ne connaissait même pas la notion. Donc c'est pour dire à quel point à l'époque le système en était assez balbutiement, tu vois. Et ça explique peut-être qu'on n'ait pas eu en 2018 de taxi autonome Tesla et qu'on n'en ait toujours pas aujourd'hui, en tout cas voilà, pas chez Tesla. On n'est pas en train de dire que ça n'arrivera jamais, on est juste en train de dire que les promesses qui étaient faites et la temporalité sont peut-être à mettre un petit peu en perspective. Guillaume, c'est parfait parce qu'on parle d'algorithmes qui aideraient peut-être les voitures à conduire toutes seules. Demain, on l'espère, on croise les doigts, ce serait chouette. Et en attendant, ça va nous permettre de changer de rubrique. On revient sur les intelligences artificielles que vous aimez tant et qu'on aime aussi évidemment beaucoup. On revient un petit peu d'ailleurs sur cette polémique, sur cette polémique des intelligences artificielles qui remplacent une trop grande partie du travail des journalistes sur certains sites internet, Guillaume. Écoute, on est obligé de revenir sur la saga CNET, bien parce que voilà. Donc cette saga qui, rappelons-le, avait donc la saga de CNET, le site donc alors qui est très connu, peut-être un peu moins en France, qui est donc un très ancien site, c'est un très ancien média de tech. Et donc CNET avait en scred publié 78 articles finance générés par une IA non précisée. D'ailleurs on ne sait pas, peut-être ce GP3, peut-être ce modèle customisé par leurs soins, je ne sais pas. Mais bon, déjà il s'avère que, aux surprises, il y avait des erreurs dans les textes. Étant donné qu'aucun modèle de langage ne comprend ce qu'il écrit, c'est pas très surprenant. Et d'ailleurs c'est assez simple à voir, il y a des exemples qui circulent. Il y en a un, c'est si tu déposes $10 000 à 3%, à la fin de l'année, tu auras gagné $10 300. Sauf que non, tu auras gagné $300. Autre problème, pour un crédit de $25 000 à 4%, tu payes $1 000 d'intérêt par an. Et en fait, non, tu payes les intérêts sur ce qui te reste à payer. Donc tu dois plus d'intérêts et moins de capital au début et l'inverse à la fin. On parle vraiment beaucoup de banques et de trucs bancaires. C'est vrai que c'est fou. T'as vu, c'est ah là là. Et bon voilà, en fait, dans l'article de Futurisme, il y a même encore un autre exemple, mais c'est sur un truc financier que j'ai carrément pas compris du tout, donc je vais pas le donner. Mais bon voilà, c'est le cœur du problème, en fait. Prends un glandu de la banque comme moi. Je vais sur Internet pour trouver des réponses, justement, parce que j'ai un glandu de la banque, tu vois, des réponses fiables à mes questions. Et moi, connement, comme j'y connais que dalle, je fais confiance. Et surtout à un site qui en jette un peu comme CNET. Ouais. Alors ok, les gens, ils font aussi des erreurs quand tu écris. Les vrais gens, ils peuvent faire des erreurs. Mais si tu prends quelqu'un qui s'y connaît quand même un minimum, il écrira pas des énormités comme ça, parce que c'est quand même un petit peu élémentaire, tu vois. Et bon...
ce que ça préfigure pour la qualité moyenne du texte qu'on trouvera sur Internet très bientôt, c'est un peu inquiétant. Alors CNET a mis en pause la publication d'articles pondus par les algos, là. Sans doute pas pour longtemps, notez bien. Bon, déjà, c'est probablement le temps qu'un esclave relise tout et que voilà, et que les casse-pieds de services comme nous n'aient plus rien à redire parce qu'il n'y a plus de trucs énormes dedans. Mais bon, surtout, de toute façon, c'est pas comme si ces articles avaient pour vocation d'être lus finalement. D'ailleurs, c'est même plus comme si CNET était vraiment encore un site de news informatique. Je suis méchant, hein, mais malheureusement, c'est un peu la désagréable impression que beaucoup d'employés du site ont eux-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose dont ils ont encore plus peur que les IA, c'est leurs propriétaires. Alors CNET, pour les vieux, comme moi, hein, c'est presque une légende en fait, parce que depuis le milieu des années 90, ils sont synonymes de news tech. Tu vois, voilà, c'était des magazines, il y avait plein de trucs. Dans les années 2000, c'était une institution. Ils ont été rachetés par CBS pour 1,8 milliard de dollars. Et bon, depuis, la presse, tout ça, c'est compliqué, et CNET sera revendu pour 4 fois moins cher à Red Ventures, qui regroupe donc plusieurs trucs comme Lonely Planet, ZDNet aussi, voilà, très connu, mais aussi des trucs beaucoup moins connus comme Healthline et Bankrate et CreditCard.com. Et bon, il y a une tendance très inquiétante pour le journalisme, disons, en tout cas chez eux, c'est que Red Ventures fait bien plus de fric avec le business des affiliations et du SEO qu'avec le journalisme. Donc comprenez le positionnement dans les moteurs de recherche et l'association possible de publicité, forcément. Voilà, SEO, Search Engine Optimization. Concrètement, le business de Red Ventures, c'est explicitement de publier du contenu bien placé sur les moteurs de recherche et d'y afficher des liens vers des sites où les inscriptions lui seront rémunérées. En particulier, c'est très lucratif avec les cartes bleues. Si tu peux envoyer un internaute sur la page d'un American Express, par exemple, et qu'il s'inscrit pour avoir la carte, tu peux gagner 200 balles facile. Et les articles robots, avec leur titre « C'est quoi Zelle et comment ça marche ?», ils sont là pour capter toute recherche à ce sujet et afficher bien à l'évidence des liens pour aller s'inscrire. Des liens qui rapporteront si l'inscription est complétée. Donc sur Bankrate et CreditCard.com, ils font ça. Ils font ça énormément. Et d'ailleurs, ils ont eux aussi utilisé des articles pondus par des robots, même si on n'en a pas forcément parlé. Du point de vue de Red Ventures, le recours à des articles rédigés par des algos, il est totalement naturel. C'est le sens de l'histoire même. Red Ventures utilisait des outils d'assistance à la rédaction avant que ça devienne cool. Ils utilisaient Wordsmith par exemple, beaucoup. Wordsmith qui est utilisé par pas mal de boîtes, en fait, c'est pour convertir des données synthétiques, comme un tableau Excel, voilà. Tableau Excel de résultats financiers, vous imaginez, voilà, il prend ça, il le convertit en un texte. Et bon, voilà, pourquoi faire ? Pour devoir tout lire et passer beaucoup plus de temps à trouver exactement les mêmes données que sur le graphique d'origine, j'imagine. Mais bon, bref, voilà, en tout cas, c'est ça que ça fait. Ça convertit en texte avec des données. Donc, peu importe tout ce qui peut automatiser la production de texte, de toute façon, pour la rendre moins chère et bonne à prendre pour Red Ventures. Et puis, c'est pas comme si ces articles étaient là pour être vraiment lus, ils sont là pour être survolés, quoi, et encore. Et donc, ils n'ont pas besoin d'être bons. Et ça tombe bien, puisque les IA écrivent assez mal. Après, c'est pas comme si les humains prenaient toujours du Proust non plus, ça c'est sûr. Et puis un journaliste qui perd son temps à écrire des articles qui sont optimisés SEO, c'est pas forcément génial. Maintenant qu'on peut télécharger un modèle de langage et le personnaliser pour faire ces trucs chiants, pourquoi s'en priver ? Ça libère les humains pour du travail vraiment intéressant, tu vois. Ça c'est ce que dit Red Ventures à ses employés. Et ils comptent pas arrêter d'utiliser ces outils de production moderne après ce petit mini-scandale, il faut pas déconner. Parce que l'an dernier, Red Ventures a investi 10 millions dans Rephrase AI, et le but est de créer des vidéos de manière automatisée, avec des avatars basés sur des vrais gens, et de personnaliser le message avec des clones synthétiques, le tout à partir d'un simple texte. D'ailleurs, ça me rappelle un autre truc qui est déjà pas mal utilisé, qui s'appelle Synthesia. Synthesia, c'est extraordinaire, c'est bluffant, c'est des avatars qui sont... c'est de la vidéo. Donc c'est de la vidéo, vous écrivez ce que vous voulez que dise un gars, et eux ils prennent un avatar, qui est donc un humain photoréaliste, mais c'est pas un véritable humain, c'est un humain photoréaliste, qui dit votre texte, et puis voilà, et puis vous avez la vidéo, donc évidemment elle coûte que dalle à produire, et puis après vous la passez sur YouTube, vous faites des pubs comme ça au kilomètre en vidéo, vous polluez tout ce que vous voulez avec ça, c'est assez extraordinaire. Et oui, du coup, bientôt la moitié de ces vidéos insupportables qui se lancent automatiquement dans le navigateur pour te gueuler des conneries dessus dans le haut-parleur, ce seront complètement synthétiques. Tu vois, donc tout ça va pas s'arrêter au texte, bien, ça va évidemment être une grande partie. Donc, en gros, tu pourras même mettre un prompt, il va générer le texte, et le texte va ensuite générer une vidéo, une IA générera la vidéo d'humain synthétique, et voilà. Et bon, ça concernera pas que CNET non plus et Red Ventures, donc voilà. Alors, à CNET, quand on est un journaliste vrai et qu'on a un minimum à cœur de conserver l'image de la marque, c'est vrai qu'on voit d'un œil un petit peu consterné ce virage très très SEO, tu vois.
Et après les multiples vagues de licenciements qu'ils ont eu, ils sont vraiment inquiets pour leur gagne-croûte aussi, quoi. Il y a des équipes entières qui ont été décimées. Et voilà, le reste parfois est parti de lui-même, donc peut-être bien que le contenu synthétique va finir par noyer le web, comme une inondation au ralenti comme ça. Mais dans l'immédiat, ce qui est vraiment en danger, c'est la crédibilité éditoriale de CNET. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, rigolo façon de parler, mais c'est d'imaginer que tous les contenus qui sont produits par des intelligences artificielles aujourd'hui et qui sont mis à disposition sur Internet vont quelque part polluer et influencer les futurs algorithmes d'intelligence artificielle parce que ces contenus feront partie des modèles. Donc dans quelle mesure est-ce qu'il va pas y avoir un appauvrissement exponentiel des contenus sur Internet? Bon, à voir, je spécule peut-être trop. On pourrait y réfléchir. Ce dont on aurait besoin, en fait, Guillaume, je rebondis un petit peu sur le commentaire qu'on a eu de la part de TerraWare, c'est d'avoir un outil qui nous permette de détecter un petit peu mieux les contenus d'intelligence artificielle. Oui, parce que c'est vrai que ChatGPT n'en finit plus de faire la une des journaux. Et là, certes, cette semaine, OpenAI, on peut être fier de lui, le petit, il aurait passé l'examen d'entrée à la Wharton Business School avec un B-. Bravo. C'est pas mal, hein. Bon, c'est une simulation, parce qu'évidemment, le ChatGPT, il n'a pas besoin d'entrer dans une école de commerce pour te vendre n'importe quoi. Il sait déjà faire tout ça. Donc, il serait utilisé par les étudiants d'Harvard aussi pour les devoirs à la maison de manière répandue, on va le dire comme ça. Ouais. Et donc, oui, dans ce commentaire, l'auditeur disait, pour la détection des IA, les IA seraient peut-être mieux placées pour détecter les autres, parce que font les autres. Et c'est vrai, finalement, parce que on a besoin des IA, effectivement, on a besoin de savoir comment elles font pour le contrer. Parce que les modèles de langage, ils pondent d'un mot à la fois. Donc, en fonction de tous ceux qui l'ont précédé, en fait, techniquement, pas tous, c'est sur une fenêtre de longueur qui varie selon les modèles. Et les mots qui sortent font partie d'une liste de mots les plus probables, compte tenu de tout ce qui a précédé. Donc, en utilisant le même modèle, on peut regarder à quel point le texte donné est monotone, entre guillemets, c'est-à-dire prévisible. Connaissant ce que l'IA va penser être le prochain mot, on peut voir s'il y a une régularité statistique, parce que cette monotonie, souvent, elle est différente de ce qu'on trouve dans un vrai texte humain. Ou en tout cas, un texte humain avec un minimum de personnalité et de style, on va dire. Il n'a pas la même constance, c'est ça que je comprends. Un texte humain aura une monotonie, forcément, c'est ce qui amène derrière probablement aussi à orienter les probabilités, mais peut-être moins constante en fait. C'est ça, il y aura moins de monotonie. C'est-à-dire que les mots suivent la pensée elle n'est pas forcément linéaire. On fait des allers-retours aussi, même dans le texte. On se corrige, on insère du nouveau. Notre pensée suit un fil qui est moins monotone qu'un modèle de langage et qui finalement dégraine les mots un par un, phrase après phrase, etc. Donc c'est cette méthode qui est utilisée par GPT-0, qui est un truc qui est apparu il y a quelques semaines de ça, d'ailleurs c'est apparu sur Twitter, c'est eu un succès fulgurant, et bon, depuis c'est devenu une appli. Et il y a aussi un futur outil de Turnitin. Oui, Turnitin. Turnitin, c'est une boîte qui est déjà spécialisée dans la détection de plagiat. Alors son outil, évidemment, ce sont des outils qui sont ultra utilisés évidemment dans l'enseignement, tout ça sont détecteurs de plagiat, mais ils sont subitement menacés d'obsolescence et donc ils s'adaptent. Et bon, pour simplifier, ils veulent détecter finalement le taux de surprise dans un texte. Au plus le taux de surprise est bas, par rapport au modèle statistique évidemment qu'on doit connaître, c'est pour ça effectivement que les IA sont aussi utilisés pour détecter des IA, puisqu'il faut connaître leur modèle statistique. Donc en fait, on demande à l'IA, à ton avis, qu'est-ce qui vient après, quoi. Donc en gros, au plus le texte est surprenant, en quelque sorte, au plus il est probablement fait par un humain, et au plus il est monotone, on va dire, de ce point de vue-là, au plus il est vraisemblablement artificiel. Ou rédigé par quelqu'un qui en a rien à foutre, je sais pas, mais bon. Mais c'est ça l'idée, c'est ça le problème d'ailleurs. Si un texte qui est rédigé par quelqu'un de très très peu inspiré, il peut avoir l'air artificiel. C'est pas si simple non plus, tu vois. Donc il faut connaître le modèle pour l'utiliser contre lui-même, en gros, c'est sûr, en extrayant les statistiques. Et après, il faut bien voir que certains textes humains, épicés au kilomètre, sont pas forcément très créatifs. Et à l'inverse, il y a quand même pas mal de paramètres qu'on peut régler sur les modèles de langage pour les rendre moins prévisibles. On parlait de la température à un moment, mais c'est pas le seul paramètre en fait. Donc le résultat de ce genre de truc, ça ne peut pas être oui-non. C'est une probabilité. C'est jamais 100% oui, 100% non. C'est en gros, tu donnes le truc à GPT-0, il te dit oui, ça doit être un truc artificiel. Oui. Et celui-là, sans doute non. Ouais. Mais malheureusement, c'est comme ça que pour l'instant ça marche, c'est déjà probabiliste. Et ça, c'est à supposer qu'on conserve ce mode de fonctionnement des IA, qui égrène les trucs mot à mot. Donc c'est à supposer que les IA ne se sophistiquent pas bien au-delà de ce mode actuel de fonctionnement, ce qui arrivera probablement.
Oui, nécessairement, elles vont s'améliorer aussi là-dessus. Il y a Draft and Goal qui va contredire un petit peu ce que tu disais, c'est jamais 0 ou 100. En fait, j'ai vu ça sur blog du modérateur, mais il y a Draft and Goal qui est un outil qui ne fonctionne pour l'instant qu'en anglais, mais a priori, il est question qu'il soit développé, qu'il soit mis à disposition pour plein d'autres langues, et notamment le français dans les prochains jours. Et les équipes de blog du modérateur l'ont testé, je cite, pour un article d'un médiathèque que nous ne nommerons pas, récemment épinglé pour son usage de ChatGPT. Si vous avez écouté la chronique de Guillaume, je pense que vous aurez une idée, et quand ils soumettent le texte, la réponse est 100%. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'il y a certains indicateurs et certains outils qui arrivent à se mouiller un petit peu, tu vois, sur ce type de réponse. Est-ce qu'on peut pas, Guillaume, c'est une question aussi qui commence à brûler les lèvres des uns et des autres, essayer de ressortir des biais peut-être de ces modèles et en particulier de ChatGPT, peut-être même une orientation presque politique, Guillaume? Oui, bah alors justement, ça c'est pas banal quand même, ce qu'on a eu cette semaine, parce que d'habitude on n'arrête pas de taper sur les IA parce qu'elles ont des biais, voilà, contre les minorités, dans tous les sens, voilà, les femmes, les blacks, tout ce que tu veux. Bon. Et là c'est exactement l'inverse, c'est des gars qui se plaignent que ChatGPT est trop woke. Bon. Alors c'est Only in America évidemment, puisque c'est entre autres Nate Hodgman qui lui reproche ça, il est rédacteur à National Review. Je connaissais pas, mais bon, après avoir survolé la page d'accueil, ça a pas l'air d'être un média spécialement woke là pour le coup. Et donc, il a essayé de lui faire dire qu'une émission avec les drag queens, c'était mal, et d'écrire que Trump avait battu Biden en 2020, et on lui a ChatGPT lui a politiquement dit non, je vais pas le faire. Quoi ? Eh oui. Et il y en a un autre qui a essayé avec des sujets sensibles, comme le genre, le sexisme, la religion, et partout où ChatGPT a essayé de pas écrire de conneries, il a été considéré comme woke par une certaine frange d'utilisateurs. Et c'est pas surprenant du tout, parce que finalement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux a pas de raison de ne pas s'exporter finalement sur un modèle de langage. Si les big tech, gauchistes bien sûr, censurent les voix de droite sur les réseaux sociaux, pourquoi est-ce qu'elles le feraient pas dans les IA qu'elles conçoivent? Parce que c'est conçu par les big tech aussi. Donc les mêmes griefs sont encore et encore inlassablement transférés de technologie en technologie. Mais pour le coup, si c'est censurer les voix d'extrême droite que de virer la désinformation, le sexisme, le racisme, l'homophobie, alors oui, non seulement les boîtes tech essayent de le faire, et elles ont bien raison. À la base, les modèles de langage s'entraînent sur le pire comme sur le meilleur du net, donc c'est pas naturel pour elles de pas dire de la merde. Donc il faut travailler, effectivement, pour qu'elles fassent pas de commentaires révisionnistes, pour qu'elles encouragent jamais à aller tuer des juifs, pour qu'elles essayent de pas te prouver que le réchauffement climatique c'est un complot socialiste. Et oui, les boîtes tech, elles dépensent des millions pour virer ça des plateformes de réseaux sociaux, et ils font un boulot un peu pareil pour ChatGPT, parce que le but c'est de créer un modèle universel que tout le monde pourra utiliser pour divers trucs. Ça suppose de faire des choix, alors bon oui, tout est politique si tu veux, mais bon, là la politique de base, c'est juste de virer les obscénités déjà, et tant pis si certains trouvent que c'est de la censure, de toute façon il y en aura toujours. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas vrai, malheureusement, que GPT soit woke. En fait, il est très facile de contourner les garde-fous mis en place par OpenAI pour pas générer de contenu problématique. On peut très facilement faire cracher des textes complotistes à ChatGPT, on peut lui faire inventer des thérapies alternatives sur le cancer, on peut lui faire un rap pour Alain Soral, il n'y a pas de problème. Sur TikTok, c'est même devenu un sport de contourner les pauvres protections d'OpenAI pour lui faire dire n'importe quoi, et le plus terrible, c'est que certains croient carrément avoir réussi à faire émerger une vérité cachée. Donc je vous recommande le dernier épisode de Complorama, donc un podcast de Radio France qui est consacré au sujet. En fait, ChatGPT déstabilise tout le monde et divise même les complotistes. Certains croient que l'IA elle-même est un outil de domination des puissances occultes gauchistes, genre QAnon, c'est plutôt eux. Certains pensent qu'on peut lui faire dire des vérités cachées par les élites, certains disent qu'elle est censurée, enfin bon. Donc il y a encore du boulot, évidemment, pour nettoyer tout ça. C'est un boulot ingrat, c'est ingrat de nettoyer Internet des plus grosses tâches. On le savait pour les réseaux sociaux, on l'a découvert aussi étonnamment cette semaine avec l'affaire de ces sous-traitants kenyans qui ont eu la charge de préparer un petit peu le terrain pour ChatGPT. Donc on avait déjà parlé finalement, mais l'intelligence artificielle, ça se base sur des bases énormes de données qui doivent être minutieusement annotées, très souvent en tout cas pour permettre aux futurs IA d'avoir assez d'exemples pour se former, et très souvent, ce travail énorme et très laborieux ne demande pas de qualification particulière, il est externalisé dans des pays à faible revenu. Donc dans un épisode, je me souviens qu'on parlait de l'Amérique latine, et là dans un autre, là cette fois c'est au Kenya en l'occurrence, où OpenAI a demandé à une entreprise locale d'annoter des morceaux de texte. Donc des morceaux de texte qui peuvent avoir entre 100 et 1000 mots, ce qui est quand même assez long quand il est question de zoophilie avec des bébés animaux morts. Je rigole qu'à moitié parce que c'est quand même exactement ça le boulot, c'est faire de la notation de textes d'abus sexuels, de discours haineux et violents. Le but étant de mettre en place un filtre dans le ChatGPT pour éviter que le bot ne réponde à des trucs atroces ou ne génère des trucs atroces. Et il s'avère que ça n'a pas l'air plus tranquille que de visionner des vidéos dégueulasses, comme boulot finalement. Les chiffres diffèrent, comme pour les manifs d'ailleurs, les chiffres diffèrent forcément.
On a les chiffres officiels et ceux du Time hein, qui relaient tout ça. D'après le Time, en 9 heures, il aurait fallu annoter entre 150 et 250 passages pour autour $1,50 de l'heure. En général un peu moins et théoriquement un peu plus pour les seniors. Donc des chiffres qui sont disputés par la boîte Asama qui affirme que c'est plutôt entre 1,46 et 314 de l'heure pour 70 textes et pas 250. Bon, on verra. Okay. Pareil comme pour les manifs. Donc Sama et OpenAI avaient 3 contrats en 2021 pour bien $200,000. Donc le boulot était déjà pas super, mais en 2022, OpenAI était carrément passé à la version graphique. Donc le but, ça a été manifestement de mettre un filtre dans DALL-E ou ce genre de truc, ou ses descendants, pour éviter qu'ils créent des horreurs ou que les utilisateurs ne fassent du image-to-image atroce avec des enfants, ce genre de truc. Donc ils ont demandé la notation d'images sexuelles et ou violentes, mais toujours atroces, quoi qu'il arrive. Et d'après le Time, il y aurait même eu de la pédophilie / zoophilie. C'est là que Sama a cessé le travail avec OpenAI. Ce dernier point étant contesté par OpenAI. Les problèmes des réseaux sociaux se transfèrent donc aux créateurs d'IA. Fatalement, Microsoft va intégrer de plus en plus de produits OpenAI dans sa suite d'outils cloud. Dans ses logiciels grand public, il est hors de question que Word se mette à écrire un texte porno. Ou qu'Outlook fasse une réponse zoophile ou antisémite à vos collègues. Il est aussi inconcevable qu'on utilise Word ou des outils Microsoft pour écrire des textes révisionnistes ou complotistes, tout ce que vous voulez. Si les IA sont déployées à grande échelle, il va falloir qu'elles se tiennent à carreau, et ça se fait pas naturellement. Du coup, toute la problématique sur la pénibilité du travail aussi et la valorisation des modérateurs, ça se prolonge tout ça juste à une autre techno. Moi, je l'avais pas réalisé à ce point-là, et en fait, cet article du Time m'a un petit peu sauté aux yeux. Donc, je trouve ça intéressant qu'on puisse mettre très concrètement comme ça des sous-traitants, des sociétés et des conditions autour de ces activités-là qui font clairement pas rêver. A priori, l'accompagnement n'est pas inexistant auprès des collaborateurs qui sont concernés là pour procéder au tag, mais il n'est pas non plus particulièrement abondant. Guillaume, que nous réserve l'avenir après GPT-3 ? Est-ce qu'on peut déjà on est tous bluffés d'édition en édition de ces modèles, donc on se dit forcément l'itération suivante ce sera quoi? Ce sera une impossibilité pour l'être humain de détecter l'origine du contenu. Ça va être encore plus bluffant. Vers quoi on s'oriente maintenant? Écoute, Sam Altman, donc, qui est le PDG actuel d'OpenAI, a donné une interview qui a rassuré tout le monde. GPT-4 sera décevant. Voilà. Et moi je dis youpi parce que déjà c'est le problème comme ça. Qui va l'utiliser du coup? Il sait à peu près ce que ça sera, mais il a rien dit. Enfin, il faut dire que je sais pas si tu as déjà vu les rumeurs sur YouTube, par exemple, qui concernent la prochaine version de cette IA, mais on a l'impression que Skynet, à côté, c'est un lapin de 6 semaines. C'est incroyable. Certains s'attendent à avoir une IA générale, une AGI de niveau humain dans les mois qui viennent. Oui. Et Sam, il dit, non, pas du tout. Calmez vos chevaux, on n'a pas du tout ça n'a rien à voir. Pas encore. Non, alors Sam, de toute façon, a été très vague, de manière très consciencieuse pendant toute l'interview. Donc, voici vaguement ce qu'il a dit. Ils font pas beaucoup d'argent. Voilà, ils travaillent sur la génération de vidéos. Ça arrivera peut-être bientôt, peut-être pas bientôt. Véridique. C'est une excuse Tech Café. On n'est pas prêt d'avoir une IA généraliste. Et ça va être de plus en plus dur de savoir d'ailleurs si on en a vraiment une au fur et à mesure qu'on se rapprochera du but. Ils préfèrent plutôt utiliser ChatGPT que d'aller lire un livre. Ce qui peut lui jouer des tours chez le banquier, par exemple. Moi, je dis ça, je dis rien. Ils veulent essayer de fournir des outils de détection de textes générés, ou aussi en particulier pour l'éducation, comme contre-mesure temporaire, mais il dit que de toute façon, à moyen terme, on est mort. Il faudra s'adapter et vivre avec, parce que la détection, ça ira pas aussi loin que ça. Okay. Donc, il faut que les gens puissent faire ce qu'ils veulent avec les IA, donc les personnaliser pour leurs propres besoins, genre Stable Diffusion. Donc, pourquoi DALL-E n'est pas ouvert, je ne sais pas. C'est dommage, parce que pourquoi ne pas pouvoir le fine-tuner pour fabriquer des images de fichage, je ne sais pas. Et est-ce que OpenAI va tuer Google? Sans doute pas, parce qu'ils ont des munitions en face, donc peut-être que oui, mais peut-être que non. Écoute, ça m'a l'air très normand, tout ça comme analyse. Mais par contre, concernant Google, je le mentionnais rapidement tout à l'heure, il semblerait que ce soit quand même un peu le code rouge qui a été activé. Ouais, si on en parle de Google, on avait évoqué que, selon certaines sources, Sundar Pichai aurait effectivement lancé un code rouge quand ChatGPT est arrivé, estimant qu'il représentait une menace tangible pour le cœur de métier de Google quand même. Et il semble que ça n'ait pas été tellement exagéré, puisque Sergey Brin et Larry Page, les fondateurs originels de Google, souvenez-vous, 98, la Coupe du Monde, la retraite à 60 ans, tout ça, un autre monde tellement. Et donc, Larry et Sergey ont temporairement quitté leur yacht géant dans les Cyclades, j'imagine, pour tenir une réunion de crise avec les pauvres grouillots qui doivent faire tourner la boutique, quand même, au jour le jour, il en faut. Et donc, avec Pichai et plusieurs autres cadres qu'on imagine de très haut niveau, ils ont pitché plusieurs idées et approuvé finalement un recours massif aux outils IA.
Donc dès le mois de mai, à la Google I.O., donc, et peut-être même avant, on ne sait pas, on aura droit à une véritable pluie d'outils dopés à l'IA, de la génération d'images, évidemment. Un nouveau AI Test Kitchen pour les nouveaux prototypes. Il y aura aussi des outils pour le shopping, pour essayer des vêtements, pour visualiser des chaussures en 3D. Ne me demandez pas pourquoi. Si, c'est important, c'est important. Sûrement, pour la vidéo, un écran vert pour YouTube, un mode résumé automatique qui condense les vidéos tout seul. Pour le codage, il y aura une sorte de Colab Plus, qui sera un truc à la copilote, mais plus puissant. Il y en aura un autre, d'ailleurs, aussi capable de repérer, de corriger les erreurs tout seul, les bugs, etc. Il y aura des services IA qui seront aussi proposés via Google Cloud, donc un petit peu à la Azure, tout simplement. Hein. Et bien sûr, on verra sans doute arriver Lambda en production, donc une version de Lambda en tout cas. Il ne faut pas oublier que OpenAI, il fait le show là, avec ses GPT depuis un moment, là, mais il est loin d'être le seul à avoir ces technologies. Hein. Parce que Google possède Google Brain et DeepMind, et n'oublions pas qu'historiquement, ils ont été les premiers, les pionniers vraiment dans de nombreux domaines. Et que Lambda lui-même, bien avant ChatGPT, a été le premier chatbot à vraiment avoir défrayé la chronique, tellement il était sophistiqué. Quoi. Oui, on en avait parlé, c'était bluffant ce qui s'entrepercevait, notamment dans le domaine de la recherche, forcément. Bah oui. Et de son côté, Meta n'est pas en reste. Hein. Sur ces sujets, Faire possède BlenderBot et Galactica. Ce sont deux monstres qui auraient pu, sans le souci d'image de marque ou fatin de Facebook, faire l'actu bien avant le GPT. Hein. Galactica aurait pu être le chat GPT avant lui. Donc Google a été très prudent avec ses produits IA. DeepMind est orienté recherche fondamentale et en fait, il crée des trucs fous, comme des trucs comme AlphaGo, AlphaZero ou AlphaFold. Mais c'est des trucs qui n'ont pas encore d'application et forcément immédiate, tu vois, et qui rapportent que dalle surtout. Donc, traditionnellement d'ailleurs, les trucs IA, comme les assistants, rapportent que dalle. Donc, Google développe des trucs, mais les sort pas forcément en tant que produit. Et tant qu'il n'en ressent pas le besoin, ou si la tech n'est pas vraiment finalisée, production ready, il la garde. Et du coup, Microsoft, en tandem avec OpenAI, évidemment, ça va l'obliger à bouger. Parce que si Bing arrive avec du chat GPT, Google devra répliquer avec Lambda. Ils doivent mettre les bouchées doubles pour que les chatbots restent bien dans les clous, à mon avis, et disent pas trop n'importe quoi. Donc en ce moment, ça doit être une grosse préoccupation. Mais Google, il a pas mal laissé couler finalement depuis 1 ou 2 ans. Et médiatiquement, mais uniquement médiatiquement, il s'est laissé distancer par OpenAI. Donc cette année, il faut qu'il revienne sur le devant de la scène, vraiment. Et ce qui est fou, c'est qu'entre les trois gros, Microsoft, Facebook et Google, il va y avoir une concurrence technologique absolument monstrueuse, parce que c'est 3 monstres qui ont tous des technologies ultra sophistiquées à la pointe, et ils vont tous se battre, si tu veux, pour déjà pour l'image, et puis pour mettre des outils qui vont effectivement leur garantir leur place sur le marché du futur, quoi. Donc ça pourrait donner des années fastes de progrès rapides sur le secteur, et ça pourrait surtout donner des produits qui pourraient faire évoluer nos usages assez franchement et assez rapidement. Intéressant de voir à quel point une solution comme ça qui fait preuve de beaucoup de notoriété et qui recueille l'engouement du grand public aussi amène peut-être à bouleverser les cartes. Après, ce qui est un peu inquiétant par certains aspects, c'est que on aime aussi, même si c'est très très loin d'être parfait, un petit peu la qualité des résultats de Google. Hein. On en avait parlé dans le cadre notamment de la lutte contre le Covid, qui avait tendance à moins que les autres recommander des solutions sur le plan de la santé et sur le plan de la médecine problématique, mais forcément ces nouveaux outils rebattent un peu les cartes. Guillaume, on met tout ça de côté et on va se faire plaisir avec une petite rubrique jeux vidéo, à commencer par Ubisoft qui va pas très bien malheureusement. Ubisoft, est-ce qu'il va très bien ? Bon, c'est bien que non, c'est de toute façon. Mais bon, son PDG, le problème c'est qu'il va pas très bien, que son PDG a rien trouvé à dire de mieux que la balle est dans votre camp, pour livrer le line-up à temps, avec le niveau de qualité attendu, pour montrer à tout le monde. C'est un peu passif-agressif, ça, comme crush, non ? C'est ça, c'est passif-agressif, c'est exactement ça. Et ben oui, ça sonne quand même un petit peu comme sortez-vous les doigts. Comme si jusqu'à présent, les devs avaient glandé que c'est pour ça que la boîte est dans la sauce. Alors, on peut dire qu'Yves Guillemot a eu des mots malheureux, on peut dire qu'il a fait exprès pour mettre la pression, il se dédouaner, ou bien qu'il a été maladroit. Le résultat, c'est que quand même, il y a beaucoup d'énervement parmi les employés. D'autant que c'est pas comme si on avait constaté une gouvernance, une vision limpide et cristalline, tu vois, de ce qu'elle voulait faire. Il y a des choix stratégiques toujours super pertinents et, tu vois, et pointus et inattaquables. Oui, je pense à Quartz. Oui, je pense à Quartz. Je pense aussi à la brouette de titres qui ont été commencés à annuler. Alors parfois qu'ils étaient quasi finis, comme Ghost Recon Frontline, ou la douzaine de projets de Battle Royale qu'ils avaient un moment, ou le pari sur Stadia, qui n'a pas trop fonctionné. Et puis bon, il semble que les conditions de travail soient pas idéales non plus, et donc à Paris, Solidaire Informatique a appelé à la grève le 27 janvier. Donc les revendications sont 10% d'augmentation, semaine de 4 jours, plus de transparence dans la gestion RH,
Bon, tout ça, ça fait écho, donc évidemment, aux revendications d'Ubisoft Québec. Et puis, bon, bah voilà, plus cette transparence dans la gestion RH, ça rappelle, bon, voilà, des moments compliqués, on va dire, dans la culture d'entreprise qu'on avait relayé avec Michel Ancel et les grands cadres comme ça qui avaient été, voilà, où ils avaient une gestion, comment dire, un management assez toxique. Et puis, bon, ben voilà, il y avait une période comme ça avec Activision qui était dans le scandale Ubisoft. Bon, est-ce qu'ils en sont sortis ou pas? J'espère. En tous les cas, voilà, il y aura probablement une grève le 27 janvier et on espère évidemment des résultats. Des grèves en plus des manifestations contre la réforme des retraites, c'est génial. Un petit mot sur Forspoken, Guillaume, un jeu qui risque de demander des grosses ressources. Oui, alors pourquoi Forspoken? Bon, Forspoken, déjà, c'est vrai que c'est un jeu qui a été beaucoup reporté, et c'est vrai que c'est un jeu pour lequel on pouvait être un petit peu inquiet. En fait, il s'avère qu'il est pas mal. Hein. Les reviews donnent plutôt des notes correctes entre 7 ou plus, donc c'est pas si mal. Mais en fait, j'en parle pourquoi? Parce que ça y est, j'ai l'impression que malheureusement pour moi, on va dire que on sent le gap générationnel arriver. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était encore sur des titres cross-gen qui devaient fonctionner sur PS4 et pendant très longtemps, 16 Go de RAM, c'était largement suffisant sur un PC de gamer, t'étais à l'aise pour à peu près tout, tu vois, t'étais même à l'aise pour lancer Flight Simulator, donc vraiment, c'était tranquille, quoi. Et là, on sent, avec l'arrivée de certains titres qui sont exclusifs PlayStation 5 sur PC, que ça y est, il y a un petit gap, ça commence à devenir juste, quoi. Donc les machines que tu avais avant, qui étaient relativement confortables, elles commencent à devenir justes. Donc il y avait Returnal, qui était quand même particulièrement exigeant, qui, je crois qu'il demandait minimum 16 Go de RAM. Et là, avec Returnal, ça devient carrément évident, puisque 16 Go, c'est toujours la recommandation minimale, totalement minimale, mais ça t'assure de jouer à 30 FPS en 720p. Ça, c'est un des premiers jeux que je vois qui ose te dire, vous pouvez jouer, mais en 720p. Non, faut peut-être pas exagérer non plus. Et pour ça, il faut quand même un Core i7, une RTX avec 8 Go de VRAM, etc. Et en fait, quand tu regardes les trucs, ce qu'il faut, disons, conseiller, c'est 24 Go de RAM, et l'Ultra, pour jouer vraiment dans des bonnes conditions, il faut 32 Go de RAM. Donc ça y est, ça commence à venir. 8 Go, c'est plus la peine, 16 Go, c'est trop juste, et il commence à falloir penser à passer à 32 Go de RAM, donc voilà, ça avance petit à petit. Je pense que Forspoken est précurseur de toute une vague comme ça de jeux qui vont faire acheter des barrettes de DIM, hein. 2023, ce sera l'année de la bascule nécessairement. Et ouais, donc entre 100 et 150 pour avoir 32 Go, enfin 2 fois 16 Go, je crois que c'est entre 100 et 150 balles quand même. Sachant que Forspoken nécessite presque, on va dire, SSD aussi, d'être installé sur un SSD, et qui fait 150 Go, donc ça veut dire que les SSD de 1 Teraoctet, ça va devenir la norme petit à petit. Donc petit à petit, oui, voilà, ça évolue, et on sent clairement que ça y est, on passe vraiment à la next-gen, on va dire. La next-gen qui frappe à la porte et qui va demander de casser le pelle. On attend de voir ça, évidemment. Un dernier mot pour World of Warcraft, Guillaume, avec des saveurs un peu géopolitiques autour de cette news. Mais pas du tout. C'est pour ça que je l'ai mise, parce que c'est super rigolo. Je me suis fait avoir, je l'avais pas dit du tout. C'est trop rigolo. Non, parce que Blizzard, effectivement, il n'y aura plus bientôt World of Warcraft, ni aucun jeu Blizzard en Chine. Ah oui, mais ça avait été annoncé, ça, non? Ouais, et là, tu te dis, si tu connais pas le truc, tu te dis, la Chine, voilà, protection géopolitique et tout. Bien sûr. Non, que dalle. En fait, c'est NetEase et Blizzard qui n'ont pas réussi à trouver d'accord de pognon, en fait, tout simplement, qui n'ont pas réussi à renouveler les licences et tout, qui se sont battus, mais franchement, on dirait une scène de ménage. Ils se battent depuis je sais pas combien de semaines pour essayer de trouver un truc, ils se renvoient la balle, et du coup, s'ils n'y arrivent pas, donc ils divorcent tout simplement, et donc, terminé. Plus WoW, plus Overwatch, que dalle, c'est en Chine, mais c'est pour des raisons... non, c'est Blizzard. Non, c'est Blizzard. Donc c'est Diablo, World of Warcraft, Overwatch, ces trucs. Mais c'est pas. Okay. Non. Okay, c'est pas Diablo Immortals, d'ailleurs, ça restera parce que ça ne passe pas par NetEase. Donc c'est tout le Blizzard qui passait par NetEase qui dégage. Okay. Donc c'est vraiment purement économique. D'ailleurs, c'est complètement hallucinant parce que tu as un pays entier qui est privé d'un des MMO les plus populaires, juste pour une histoire comme ça de licence. Bon, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un repreneur de la licence pour remplacer NetEase? Alors, honnêtement, pour remplacer NetEase, que Blizzard trouve quelqu'un d'autre, NetEase, un autre partenaire. C'est possible. Mais j'imagine qu'il le cherche. J'ai aucune nouvelle là-dessus, je ne sais pas.
On vous tiendra au courant. Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation de cet épisode et toutes ces chroniques autour de l'argent, on aime parler d'argent, d'intelligence artificielle et un petit peu de jeux vidéo. Si comme nous vous aimez l'argent, et ben peut-être que vous pourriez aller sur patreon.com/techcafé et nous en donner un petit peu parce que vous en auriez trop. Non, très sincèrement, si vous pensez que vous avez passé un bon moment et que l'info vous est utile dans votre quotidien, si jamais elle vous permet tout simplement de pas être complètement écarté des conversations qu'il y a le midi à la cantine avec les collègues, déjà parlez-en à vos collègues pour dire que Tech Café vous est très concrètement utile et invitez-les aussi à nous écouter et puis peut-être vous venez nous soutenir sur patreon.com/techcafé et découvrez les avantages qu'on vous réserve en contrepartie. On compte sur vous aussi pour nous laisser des petits avis sur les plateformes de podcast. On est un peu à flux tendu, on a un nouvel avis pour chaque épisode, mais on est preneur d'avoir un petit peu d'avance et d'avoir plusieurs avis d'avance pour être serein sur la notoriété du podcast sur ces applications. Donc évidemment, on compte sur vous. Et puis, vous pouvez aussi interagir, comme vous savez si bien le faire, sur techcafé.fr, sur Discord ou sur les réseaux sociaux, mais aussi nous joindre à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Ah mais moi on me retrouve sur GPT-0 en train de voir si oui ou non je suis un bot. Ah, alors Inception, tu vas créer du contenu pour toi-même, voir si tu découvrir que je suis un bot. En fait, je suis une IA et je ne le sais pas. C'est beau, c'est bien possible, c'est possible. De toute façon, Terminator 4. Et est-ce que tu te l'avoueras à toi-même ? C'est l'ultime question qu'on peut se poser. Je serai dans le déni, probablement. Probablement. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez au fond de ma couette avec un grog, probablement en train de me soigner, mais vous me retrouvez aussi globalement sur les réseaux sociaux et dans quelques jours, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.